Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est d'aimer, de partager et de regarder cette émission. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invitée du jour, Dr. Joanna Lay. Dr. Lay est une femme politique taïwanaise, ancienne députée, femme d'affaires et commentatrice politique. Dr. Lay, bienvenue dans India and Global Left. Eh bien, merci, Joe Tishman, de m'avoir invité. Je voudrais commencer par, en fait, je vous ai contacté après que nous ayons reçu le professeur John Mearsheimer et nous avons entamé ce débat sur l'avenir de l'Asie. Très brièvement, il a soutenu que les différences entre les nations asiatiques ne peuvent pas être résolues par elles-mêmes. Ce seraient les États-Unis qui seraient présents dans la région et les pays autres que la Chine devraient s'allier avec les États-Unis pour contenir la Chine. La question de Taïwan a été évoquée. Nous ne l'avons pas approfondie, mais très brièvement, le professeur Mearsheimer a dit que la position pro-indépendance à Taïwan est assez répandue et assez courante. Selon notre analyse, le DPP représente clairement cette position, et il y a d'autres partis politiques qui la partagent également, mais nous ne savons pas vraiment quelle proportion de la population dans son ensemble adhère à ce point de vue. Et bien sûr, le KMT ne partage pas cette position. Donc si vous pouviez commencer par cela et nous dire quelle est l'opinion générale à Taïwan concernant sa relation avec les États-Unis et la République populaire de Chine. D'accord, allons directement à l'essentiel. Je vais commencer par les chiffres, puis j'aimerais dire quelques mots sur votre Kate Mearsheimer, sur votre discussion avec Mearsheimer, car je l'ai suivi avec intérêt. Lors des dernières élections générales, environ 70% des gens sont allés voter. Parmi eux, 40% ont voté pour l'actuel président, Lay Ching-te du DPP. Donc si l'on considère l'ensemble de la population électorale, cela fait 70% multiplié par 40%, ce qui signifie que 28% des gens ont voté pour lui. Les autres peuvent ou non être d'accord avec sa position, certains n'avaient tout simplement pas de position. On a donc le DKNA, c'est ce qu'on appelle « ne sait pas » ou « pas de réponse », n'est-ce pas, dans n'importe quel sondage. Mais voilà, ces 28%, lorsqu'on les interroge sur la question de savoir si la population actuelle est d'accord avec une orientation menant à la guerre, c'est une toute autre histoire. Même Lay Ching-te, sa propre popularité, son taux d'approbation ont chuté de manière significative. Ainsi, les 28% de personnes qui ont voté n'étaient pas toutes d'accord avec sa position en faveur de l'indépendance de Taïwan, qui pourrait ou non mener à une guerre. Et la raison pour laquelle la possibilité d'une guerre est importante, c'est que lorsqu'on parle d'un récit ou d'une stratégie américaine, des personnes comme Mearsheimer et d'autres qui évoquent une guerre à venir, une menace de rythme venant de la Chine et l'utilisation de Taïwan comme un atout pour la contenir, ces personnes croient et affirment que la plupart des Taïwanais soutiennent tellement l'idée d'une démocratie indépendante qu'ils sont prêts à faire la guerre pour cela. Mais le chiffre réel issu des données comportementales, c'est-à-dire le pourcentage réel de vote, ainsi que le chiffre d'attitude, le taux d'approbation récent, ont tous deux montré une baisse significative dès que la possibilité d'une guerre est évoquée. Et cela est très important, car les habitants de Taïwan n'ont pas connu la guerre depuis environ 66 ans. La dernière fois que nous avons connu une guerre ouverte, c'était à Jinmen, une île isolée, en 1958. Donc personne n'a réellement d'expérience concrète de la guerre. L'Ukraine, Israël et même l'Iran nous ont donné une idée très claire de ce à quoi pourrait ressembler une guerre. Et Lay Ching-te ne bénéficie pas d'un soutien suffisamment fort pour que les gens soient prêts à aller à la guerre pour son idéalisme d'indépendance de Taïwan.
Voilà pour le premier point. Le deuxième point, concernant votre discussion avec Mearsheimer, je l'ai trouvée très intéressante. Le professeur Mearsheimer est un réaliste et il l'a toujours affirmé. Il considère que le plus haut niveau d'ordre international est l'État-nation. Il n'existe rien au-dessus de l'État-nation. Cela signifie qu'il ne croit pas en toutes les organisations multilatérales, car les Nations Unies et l'Organisation mondiale du commerce sont toutes au-dessus de l'État-nation et cherchent à instaurer un ordre supérieur aux intérêts des États-nations individuels. Donc, s'il n'est pas d'accord ou ne croit pas qu'il devrait exister une entité supérieure à l'État-nation, il ne respecterait certainement pas le multilatéralisme ni les règles imposées par les Nations Unies ou l'Organisation mondiale du commerce. Et c'est pour cela qu'il en est venu à sa deuxième thèse la plus marquante et la plus célèbre. Les États-Unis sont une hégémonie américaine. Mais les autres continents ne devraient pas avoir d'autres hégémons. En d'autres termes, même si les États-Unis sont le seul Américain, c'est-à-dire du continent, l'hégémon américain, s'il n'y a pas d'autres hégémons sur aucun autre continent, alors de facto, ils sont le seul hégémon mondial. Donc, selon ce point de vue particulier, la Chine est perçue comme un hégémon asiatique potentiel. Avec cette perspective, à la fois votre pays, l'Inde et là où je me trouve, Taïwan, sont utilisés à des fins différentes et leurs rôles utilitaires sont légèrement différents. Pour l'Inde, il pense ou il affirme qu'il y aura une menace existentielle pour l'Inde, ou du moins un défi stratégique existentiel. Donc l'Inde doit se défendre. Pour Taïwan, Taïwan est une pièce d'échec très opportune pour contenir la Chine et l'empêcher d'avancer dans le Pacifique occidental. Ainsi, l'Inde et Taïwan sont toutes deux considérées comme des pièces d'échec hautement utilitaires. Et ça semble être sa vision de notre avenir. C'est très bien dit. Je vais peut-être prendre un peu de recul à ce stade. Puisque vous nous avez donné les chiffres, et cela a du sens concernant le fait qu'une grande partie de la population ne souhaite pas réellement la guerre. Je pense que cela a toujours été le cas partout dans le monde. Mais restons sur Taïwan. Il serait intéressant pour nous de mieux comprendre la relation générale ou la manière dont les Taïwanais perçoivent la République populaire de Chine. Il y a une longue histoire. Vous pouvez commencer où vous voulez, mais parlez-nous du consensus politique de 1992, ainsi que de l'approfondissement des échanges commerciaux et des investissements en 2010 et 2013 sous le KMT. Je pense que cela serait utile, et peut-être aussi de voir comment le DPP s'oppose à une partie de ce pragmatisme économique, si vous le souhaitez. Cela permettrait d'élargir le cadre et de ne pas se limiter à la question de la guerre, mais de comprendre comment les Taïwanais perçoivent la Chine continentale en général. D'accord. Permettez-moi d'ajouter encore une chose avant de revenir à votre question. Selon Mearsheimer, il a un autre angle mort. Il définit la relation entre Taïwan et la Chine comme une relation d'État à État. Et donc, Taïwan est utilisé comme la ligne de front pour contenir l'expansionnisme chinois. Cependant, si l'on se penche un tant soit peu sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou même depuis 1911, on saurait que Taïwan et la Chine, en réalité le gouvernement de la RPC et celui de la ROC, sont toujours dans une guerre civile inachevée. En 1949, cela conduit le gouvernement de la ROC à se déplacer à Taipei. Donc, si vous adoptez cette position, ce serait comme l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest ou la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce serait une définition plus appropriée de la manière dont les deux gouvernements devraient et ont essayé de gérer leurs relations. Donc, votre question porte sur notre économie politique générale, la survie de Taïwan et la façon dont les gens perçoivent la relation. Je pense que le meilleur exemple serait les vols directs et notre tourisme transdétroit. Car, bien que nous ayons été dans une paix de facto, mais en guerre de jure, la guerre civile n'est pas terminée, pendant
très longtemps, les gens ne pouvaient pas circuler librement à travers le détroit de Taïwan. Par exemple, mon père a quitté sa maison et il n'a jamais pu retourner voir ses parents avant qu'ils ne soient tous décédés. En 1987 et 1988, Taïwan a progressivement assoupli les restrictions pour permettre aux gens de revenir à Taïwan, mais nous devions encore passer par un troisième lieu. Par exemple, il fallait aller à Hong Kong, il fallait aller au Japon, il fallait aller ailleurs. Il n'y avait pas de communication directe entre les populations, c'est-à-dire pas de vol direct entre Taïwan et la Chine. Cela n'a eu lieu qu'en 2008. C'est donc une démarcation très importante. Avant, il y avait des échanges économiques, des échanges culturels et des déplacements de personnes, mais toujours en passant par un troisième lieu. Même les entreprises devaient passer par des pays tiers pour établir leurs organisations, leurs structures d'entreprise et leurs usines. Mais en 2008, et je me suis d'ailleurs blessée au doigt lorsque le DPP a refusé de nous laisser adopter un règlement autorisant les vols directs, les gens ont enfin pu prendre l'avion de Taipei vers Pékin, Shanghai et toutes sortes d'autres destinations. Pendant ces années-là, on pouvait voir les gens traverser le détroit de Taïwan. Environ 300 000 à 400 000 personnes venant de Chine continentale vers Taïwan et environ 4 millions de personnes de Taïwan vers la Chine en 2007, avec des chiffres qui continuaient d'augmenter. Le pic a été atteint lorsque plus de 4 millions de Chinois sont venus à Taïwan pour voyager, rendre visite à leur famille et ainsi de suite. Et Taïwan compte plus de 5 millions, 5,7 millions de personnes se rendant en Chine. Ainsi, les échanges humains entre les deux rives du détroit atteignent le chiffre impressionnant de 10 millions. Cela montre à quel point les populations de part et d'autre du détroit de Taïwan perçoivent l'autre côté plus que n'importe quel autre chiffre. Deuxièmement, en ce qui concerne notre commerce, l'économie politique est telle que Taïwan est une île extrêmement petite, spécialisée dans la haute technologie, la fabrication de haute précision et le commerce, et nos trois principaux partenaires commerciaux sont la RPC et, le Japon. Ce sont donc nos trois premiers partenaires commerciaux. Mais si vous regardez les détails, le secteur numéro 1, la plus grande industrie que tout le monde connaît et avec laquelle tout le monde est très familier, c'est l'industrie des semi-conducteurs, TSMC, et ainsi de suite. Elle représente environ 50% de notre secteur, le plus important. Ensuite, il y a un secteur d'environ 30% qui est extrêmement intégré dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, l'ingénierie de précision, les TIC, etc. Les pièces et autres composants essentiels. Ce secteur est extrêmement lié à la Chine continentale. Cela s'explique en partie par la présence d'hommes d'affaires taïwanais à différents endroits, mais la plupart du temps, c'est la RPC qui envoie des commandes à Taïwan. Donc, nous vendons à la RPC et c'est là que se trouve notre plus grand excédent. Notre plus important excédent commercial provient en réalité de la Chine. Même, et c'est votre dernier point, même à l'époque où Tsai Ing-wen était présidente, et encore aujourd'hui alors que Lai Ching-te est président. Vous pouvez donc constater que les élites économiques évoluent dans un univers totalement différent. Cet univers continue de fonctionner dans les deux sens. Et la RPC reste le premier partenaire commercial en ce qui concerne ce segment central de nos excédents commerciaux. Sans la RPC, nous serions en déficit commercial. Ainsi, tant pour les déplacements de personnes que pour les entreprises et les flux financiers, la RPC demeure le partenaire le plus crucial pour Taïwan. Si vous pouviez nous parler un peu de ce que je perçois comme une contradiction entre la position politique et la position économique du DPP en ce qui concerne la République populaire de Chine. D'après ce que je comprends de l'histoire de Taïwan,
Il y a eu ce moment dans les années 1980 et 1990 où une tendance générale à la mondialisation s'est manifestée, où les économies se sont ouvertes et où l'exportation est devenue, pour Taïwan, cela avait commencé quelques mois auparavant. Mais les années 1980 ont été le moment où il y a eu une montée en gamme dans la chaîne de valeur. TSMC, UMC, le parc scientifique, etc. sont issus de cette période. Et cela s'est approfondi tout au long des années 1980 et 1990. D'un côté, je constate que les partisans et les soutiens du DPP évoquent un ordre mondial libéral, un ordre mondial globalisé, une économie mondialisée, et ainsi de suite. D'un autre côté, ils ne prennent pas vraiment au sérieux cette relation économique, commerciale et d'investissement de plus en plus profonde que vous venez de décrire. Si l'on suit cette logique, on ne peut qu'imaginer qu'ils espèrent qu'une relation avec les États-Unis ou d'autres partenaires compenserait probablement ce qui serait perdu avec la RPC. Mais ce n'est pas ce que l'on observe, bien au contraire. Les États-Unis prennent une direction différente. Pourriez-vous donc nous en dire un peu plus sur cette contradiction et sur ce que pensent les personnes de l'autre camp qui prônent une rupture franche avec la République populaire de Chine? Eh bien, la première partie de votre discussion était vraiment pertinente. Lorsque je suis allée aux États-Unis en tant qu'étudiant diplômé en 1980, Taïwan exportait des champignons en conserve, des parapluies et des textiles. C'était alors l'économie du pays. Mais vers la fin des années 80 et au début des années 90, Taïwan s'est transformé en un lieu de fabrication très pointu, notamment grâce à l'activité de fonderie de TSMC. À partir de ce moment-là, notre ingénierie de haute technologie, notre précision et nos matériaux de haut niveau sont devenus une partie intégrante de la chaîne maîtrise de la fabrication high-tech. Et les partisans du DPP, la plupart d'entre eux, n'ont pas participé à ce secteur. Ainsi, la croissance et le succès extrême de ce secteur ont eu très peu à voir avec la direction actuelle du DPP. Ils travaillaient dans le médical, la biotechnologie et d'autres types d'entreprises. Peu d'entre eux étaient dans la finance traditionnelle, car ils viennent des anciennes familles taïwanaises. Ils étaient donc plutôt dans l'assurance, la banque et le négoce en bourse et sur les marchés de capitaux. On peut donc voir que les élites du DPP sont très différentes des élites technologiques et mondiales qui ont émergé dans les années 80 et 90 et qui ont construit l'économie taïwanaise d'aujourd'hui. Et c'est probablement l'une des raisons pour lesquelles ils accordent peu d'attention à la façon dont leur position politique peut nuire à la dimension internationale. Mais le point le plus important, c'est que la position de Lai Ching-te est similaire à l'approche japonaise qui consiste à essayer de sortir de l'Asie pour entrer en Europe. Et c'est bien sûr la doctrine japonaise la plus importante qu'ils n'ont jamais réalisée. Mais Lai Ching-te, en avril, lorsque Trump a décidé de mener une journée de la libération pour le monde, la stratégie numéro 1 de Lai Ching-te était, je dois d'abord le dire en chinois, sa principale stratégie est de se découpler de la Chine et d'entrer dans le Nord, c'est-à-dire le Nord global. Était sa stratégie à deux volets. Par conséquent, vous pouvez constater que nous agissons de concert avec ce que les États-Unis exigent. TSMC se dirige vers le Nord global. Elle va à Phoenix, aux États-Unis, à Kumamoto, au Japon, à Dresde, en Allemagne, 3 pays du Nord global. C'est sa première stratégie. Et la deuxième stratégie consistait à se désengager de la Chine. Selon lui, cela donnerait à Taïwan une position très particulière, en incitant le Nord global à vouloir protéger Taïwan, quoi qu'il arrive. Mais j'ai trouvé que c'était une illusion très intéressante, car une fois que toute cette production de haute technologie est transférée vers le Nord global, pourquoi reviendrait-il vous protéger?
C'est un point qui doit être abordé. Il n'y a aucun lien entre la position qu'ils revendiquent et la réalité qui pourrait se produire. Ensuite, le deuxième point est que si vous vous éloignez et vous détachez de la Chine continentale, vous vous éloignez de deux grandes tendances essentielles à la survie économique de Taïwan. Premièrement, votre base manufacturière actuelle perdra son principal partenaire commercial, les acheteurs. Vous perdrez cela parce qu'ils viennent de Chine. Deuxièmement, lorsque la Chine mène une réorganisation mondiale de la chaîne d'approvisionnement, alors que les États-Unis mènent une guerre tarifaire extrêmement agressive, Taïwan se retrouvera exclu. Il doit y avoir une réorganisation de la chaîne d'approvisionnement mondiale et Taïwan aura la possibilité d'y participer si elle s'aligne sur la stratégie de la Chine, car la Chine sera le plus grand bloc, tout comme l'Inde sera un bloc très important dans cette nouvelle chaîne d'approvisionnement mondiale. Donc, si vous vous dissociez vraiment de la Chine, Taïwan perd les acheteurs d'aujourd'hui et les opportunités de demain. Et c'est ce que le dirigeant du DPP taïwanais essaie de faire. Je pense que cela a très peu à voir avec les possibilités économiques et la survie de vos entreprises, mais que cela relève entièrement d'une idéologie très archaïque. J'ai trouvé votre commentaire précédent sur la base de soutien axé sur les exportations manufacturières, qui n'est probablement pas le pilier principal du DPP, très intéressant, car cela renvoie aussi à la division entre l'industrie et les services. Mais il n'y a pas que cela. On peut également penser à la classe moyenne contre la classe ouvrière, la classe des affaires contre la classe ouvrière d'une part, et la classe moyenne d'autre part. Cela me fait penser au mouvement dit des tournesols. Pourriez-vous nous donner votre point de vue à ce sujet? Car à l'étranger, ce mouvement est présenté comme un mouvement démocratique, en faveur de la démocratie, mené par des étudiants et des jeunes militants, etc. Comment interprétez-vous ce mouvement? Et quel a été l'héritage de ce mouvement? Une partie de notre mouvement est en réalité l'héritage d'un mouvement antérieur. Taïwan a eu différents dirigeants politiques, c'est-à-dire des présidents, qui ont adopté une position très ferme pour limiter davantage l'intégration avec la Chine. Le premier fut Lee Teng-hui, qui a décidé d'inciter tout le monde à être plus prudent avant d'aller en Chine. C'est à ce moment-là qu'il a vu les élites économiques saisir des opportunités, installer leurs usines et pénétrer le marché chinois. Il a donc essayé de lancer un signal d'alerte très clair et a promu une politique dite du Sud, c'est-à-dire qu'il a demandé aux gens de se tourner vers l'Asie du Sud-Est, le mouvement vers le Sud, pour remplacer le marché chinois. Ainsi, Lee Teng-hui, de 1995 à 2000, à cette époque, a été le premier à essayer de freiner le mouvement des entreprises de Taïwan vers la Chine. C'était aussi le moment où certaines entreprises à faible technicité, la fabrication de base, partaient en Chine, en grand nombre vers le Guangdong et le Fujian, mais surtout vers le Guangdong. Le premier président du DPP, Chen Shui-bian, a poursuivi cette politique en 2002. Ils ont donc continué à surveiller, contrôler et gérer les hommes d'affaires taïwanais s'installant en Chine. Voilà pour la première fois. La deuxième, c'est le mouvement des tournesols. C'est à ce moment-là que nous avions déjà une relation économique extrêmement ouverte sous Ma Ying-jeou. Pendant le mandat de Ma Ying-jeou, les relations entre les deux rives ont abouti à 23 accords et 11 réunions officielles. Nous avons signé différents types d'accords pour ouvrir nos transports, notre secteur des affaires, et ainsi de suite. Donc, si l'on continue d'observer une intégration économique progressive entre Taïwan et la Chine, du point de vue de ceux qui prônent l'indépendance de Taïwan, ce serait sans aucun doute une très mauvaise nouvelle. Car si toutes les personnes et l'argent se dirigent vers la Chine,
une plus grande intégration empêcherait de proposer l'indépendance de Taïwan. Ainsi, les étudiants ont été mobilisés, et j'utilise ce mot avec beaucoup de précaution, les étudiants ont été mobilisés pour occuper le hall principal du yuan législatif. Je pense qu'il est important d'expliquer cela à votre public qui ne connaît peut-être pas très bien Taïwan. Donc, si vous organisez une manifestation selon nos réglementations locales, vous ne pouvez pas manifester dans des lieux abritant d'importantes institutions gouvernementales. Par exemple, vous ne pouvez pas aller devant la Cour suprême, vous ne pouvez pas aller devant le yuan législatif, vous ne pouvez pas aller devant le palais présidentiel pour manifester. Mais le yuan législatif, qui est l'équivalent du Sénat, a en fait été envahi par des membres du DPP, des parlementaires du DPP, qui ont permis aux étudiants d'entrer non seulement n'importe où, mais dans notre salle plénière, un lieu où même les assistants parlementaires n'ont pas le droit d'entrer. Les journalistes ne pouvaient pas y accéder. Seuls les législateurs, c'est-à-dire les sénateurs, pouvaient entrer dans la salle plénière du Congrès. Ainsi, les étudiants du mouvement Tournesol occupaient la salle plénière pendant une longue période. Et maintenant, si vous regardez les dirigeants, ils occupent les principaux postes du DPP. Les 3 dirigeants sont désormais tous des personnalités politiques soutenues ou approuvées par le DPP. Ce mouvement a bloqué l'assouplissement supplémentaire de nos relations commerciales dans le secteur des services, car nous avions déjà des accords sur les biens généraux dans le cadre de l'ECFA, mais à ce moment-là, nous essayions d'aller plus loin dans le commerce des services, en fait à la demande des entreprises taïwanaises. Si vous êtes dans le secteur financier, si vous êtes une banque ou une compagnie d'assurance, et que la Chine vous offre une voie d'accès privilégiée, vous permettant d'entrer avec des exigences de capital plus faibles et un accès facilité au marché chinois, alors vous auriez une longueur d'avance sur tous vos concurrents internationaux. Et tous vos concurrents internationaux travailleraient alors en coentreprise avec vous pour utiliser votre influence ou votre réseau afin d'entrer en Chine. Cela rendrait les institutions financières taïwanaises beaucoup plus grandes. En réalité, cela profitait donc au grand secteur taïwanais des services financiers et autres. Les services technologiques et financiers bénéficieraient des accords sur le commerce des services. Cependant, les étudiants utilisaient une logique différente. Et Lai Ching-te du DPP utilisait également cette logique, disant « D'accord, tous les coiffeurs viendront à Taïwan. Les gens viendront ouvrir de petits stands de rue et vous perdrez vos emplois. » Donc si vous ouvrez le commerce des services, ce qui en réalité n'était pas vrai, car dans l'accord limité sur le commerce des services, il n'y avait pas une telle disposition, mais toutes deux choses célèbres. S'agissait-il de l'accord de 2013? Oui, c'était le mouvement des tournesols. Le mouvement protestait contre un accord sur le commerce des services. Il disait que si vous permettiez aux travailleurs chinois du continent de venir, alors vous n'auriez plus d'emploi. Et aussi, si vous permettiez à vos maris de partir, alors vous n'auriez plus de mari. Donc les hommes n'auraient plus d'emploi, les femmes n'auraient plus de mari. Ce sont des slogans très célèbres. Laissez-moi revenir un peu sur le mouvement des tournesols. J'ai dit qu'ils étaient mobilisés. J'ai moi-même dirigé des mouvements à Taïwan en 2004, le mouvement du 19 mars, et en 2006, le mouvement des chemises rouges. Dans un mouvement spontané, les provisions arrivent le 3e jour. Le 1er jour, un petit groupe se rassemble, puis les gens arrivent. Et puis, les personnes qui ne peuvent pas venir, mais qui veulent vous soutenir, vous enverront énormément de fournitures. Vers la fin du mouvement des chemises rouges, nous avions plus de nourriture que nous ne pouvions en consommer, alors nous l'avons en fait distribuée aux sans-abri. Mais dès le 1er jour, dès la première heure du mouvement des tournesols,
alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la salle de l'Assemblée générale du Yuan législatif, il y avait déjà un poste de ravitaillement installé sur le trottoir du Yuan législatif. Et je connais très bien cet endroit. J'ai participé à tant de mouvements de masse et je n'ai jamais vu quelqu'un avec des cartons et des cartons de fourniture très bien organisés. Cela venait d'une mobilisation massive. C'était géré logiquement. Ce n'est pas volontaire de la part de la foule, comme les mouvements que j'ai dirigés. Donc je pense que le mouvement des tournesols dans son ensemble était un mouvement très soigneusement organisé et mobilisé pour empêcher une intégration plus poussée de l'économie taïwanaise avec la Chine continentale dans le secteur des services. Cependant, il a utilisé certains leaders étudiants très connus et a permis à de nombreux étudiants d'amener leurs collègues dans la rue et aux enseignants d'amener leurs élèves dans la rue au nom d'une protestation démocratique et de leçons démocratiques pour les élèves, même pour les lycéens. Cela a en fait stoppé une grande partie du mouvement visant à permettre au secteur des services de Taïwan de s'implanter davantage en Chine continentale. Et la Chine continentale a désormais ouvert le marché aux acteurs mondiaux, donc nous n'aurons plus cet avantage. Cependant, si l'on regarde le but principal, il s'agit en réalité d'aller à l'encontre de ce que souhaitent faire les dirigeants d'entreprise. Vous savez, le mouvement Li Donghui et Chen Shui-bian s'éloignent des élites technologiques et de leur projet d'aller en Chine. Mais le mouvement sur le commerce des services s'est en fait éloigné des élites des services financiers et autres services aux entreprises, et leur projet d'aller en Chine a été freiné par le DPP. Et à ce jour, nous n'avons plus du tout ce genre d'opportunité. J'ai juste une question rapide, car pendant que vous parliez, je pensais à l'Ukraine en 2014, plus précisément au coup de Maïdan. Bien sûr, je ne veux pas comparer cela à Taïwan, car en Ukraine, il y avait des preuves très directes d'une implication étrangère, de mouvements d'extrême droite, d'utilisation d'armes à feu, etc. Je ne pense pas que ce soit le cas à Taïwan. Mais soupçonnez-vous qu'il y ait eu, comme vous l'avez mentionné, des tas et des tas de nourriture arrivant aux manifestations. Si ce sont des mouvements organiques, comme vous l'avez dit, et j'ai moi-même aussi participé à ces mouvements, oui, il y a des provisions et de la nourriture, mais jamais en aussi grande abondance. Pensez-vous qu'il y ait eu des mains étrangères impliquées, dans le sens où certaines organisations de façade ou quelque chose du genre étaient actives à Taïwan? J'ai quelques éléments de données. Le premier concerne la puissance du mouvement des tournesols et l'efficacité des fournitures emballées. Ils étaient vraiment bien organisés avec ces fournitures. Le deuxième point, c'est que, vous vous en souvenez sûrement, Taïwan a soutenu le mouvement étudiant de Hong Kong, et lorsque la télévision a montré comment Taïwan soutenait le mouvement de Hong Kong, ils sont allés dans une église et ont montré beaucoup de masques à gaz. Taïwan n'a pas de marché ouvert pour les armes. Les habitants de Taïwan ne peuvent pas aller acheter des masques pour se protéger. Nous n'avons pas ce genre de choses. Donc ces masques ont été emballés à Taïwan puis envoyés à Hong Kong. Voilà pour le deuxième point. Le troisième point, c'est que entre 2013 et 2014, pas mal d'étudiants sont partis aux États-Unis, mais il n'y avait pas de preuves directes à ce moment-là. Et aujourd'hui, certains d'entre eux sont devenus des dirigeants politiques. Et si vous suivez leur ascension, c'est à peu près à cette période-là. Permettez-moi donc de vous donner un autre élément, qui est la question du timing. Je pense que la période la plus importante où l'on observe beaucoup de ces mouvements, c'est après la participation d'Obama au G20 de 2009. 2008, c'était la crise des subprimes. Vous comprenez tous que les États-Unis ont provoqué un énorme désordre et avaient besoin du soutien du reste du monde.
Ainsi, en 2009, le G20 a été la première fois où Obama a demandé à la Chine de représenter le Sud global, de les rejoindre au sein du futur comité de stabilité financière pour co-développer des solutions aux problèmes mondiaux. Il demande à beaucoup de cure, assouplissement quantitatif. L'assouplissement quantitatif, la nouvelle monnaie imprimée, a été utilisé par les pays du G7 et il demandait également l'aide d'autres pays. Mais à peu près à cette époque, en 2010, le PIB de la Chine a atteint environ 15% du PIB mondial. À ce moment-là, l'Europe n'était qu'à 16% et les États-Unis à 19%. Et ils étaient en train de baisser à ce niveau, tandis que la Chine montait depuis son entrée à l'OMC. Donc, je pense que ce croisement potentiel est le moment où les États-Unis ont changé leur position vis-à-vis de la Chine. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont commencé à considérer la Chine comme une menace de rythme, un terme que l'on entend tout le temps. La Chine n'a jamais représenté une menace militaire ou d'un autre type pour les États-Unis, alors pourquoi est-elle considérée comme une menace de rythme? La seule explication que l'on puisse trouver, c'est que l'économie chinoise atteint un niveau presque équivalent à celui de l'Europe et seulement légèrement inférieur à celui des États-Unis. C'est pourquoi la Chine est désormais perçue comme une menace potentielle et d'autres mouvements sont utilisés pour la contenir ou la dissuader, comme les questions des droits de l'homme au Tibet et au Xinjiang, le mouvement étudiant à Hong Kong et le mouvement des tournesols à Taïwan. Tous ces événements coïncident à peu près à la même période. Donc, coïncidence ou non, le facteur temporel est l'une des méthodologies que nous utilisons en sciences sociales pour essayer de relier les choses entre elles. Je pense que vous avez fait une observation très pertinente et nous avons effectivement quelques éléments qui la corroborent. Je voudrais aborder la question des États-Unis, parler un peu de la relation entre Taïwan et les États-Unis. Cette relation a une longue histoire. Mais ma dernière question pour cette partie, si vous me le permettez, quelle est votre vision, faute d'un meilleur terme, des politiques économiques pour Taïwan à l'avenir? Je sais que c'est une question très large, mais je la pose à la lumière de ce dont nous discutons actuellement. À savoir que Taïwan a connu une histoire très réussie de libéralisation du commerce. Taïwan fait partie de la même catégorie de nations que la Corée et le Japon auparavant, et bien sûr la République populaire de Chine plus tard. Elle s'inscrit dans cette lignée. Et dans ces régions du Sud global où cela n'a pas fonctionné, l'Inde par exemple, mais aussi de nombreux pays africains, Taïwan a été utilisé comme étude de cas par les idéologues du néolibéralisme pour promouvoir une ouverture imprudente, sans reconnaître que ces politiques n'ont réussi que dans certaines conditions et dans certaines zones, et qu'elles ne fonctionneraient jamais de la même manière ailleurs. Néanmoins, il y a eu une première phase de libéralisation, puis une montée en gamme et un déplacement des populations hors de l'agriculture. Ensuite est venue la question de la libéralisation du secteur des services, dont vous avez parlé, et qui n'a jamais vraiment décollé. Mais beaucoup de personnes, tant à gauche qu'à droite, sont devenues critiques de cette phase. Et cette phase n'a jamais vraiment décollé à Taïwan, comme beaucoup l'auraient peut-être imaginé. Mais aujourd'hui, nous sommes à un moment où du côté commercial, du côté économique, du libre-échange, les choses ont été complètement bouleversées. Les États-Unis y imposent leurs lois. Donc beaucoup de gens reconsidèrent la question du commerce. Mais il y a aussi toute l'architecture financière mondiale qui est également gravement menacée, avec, vous savez, la menace qui pèse sur le dollar. Et de toute façon, le manque d'inclusivité dans le commerce, le manque d'inclusivité au sein du FMI et de la Banque mondiale, et ainsi de suite.
d'énormes problèmes de stabilité financière. Et il faut souligner que Taïwan a également été fortement touché par la crise financière asiatique, qui a constitué l'un des points de départ de la pause, si l'on veut, ou de la fin du miracle taïwanais à la fin des années 1990. Donc, à l'avenir, dans ce monde incertain, où il est évident que nous ne pouvons pas revenir à la phase antérieure d'autarcie ou d'économie nationale, mais où la nouvelle phase d'un monde globalisé, qui bien sûr a tant profité à Taïwan, est elle aussi remise en question. Selon vous, quelle serait une stratégie viable pour Taïwan afin d'avancer dans cet ordre économique mondial incertain? Oh, c'est une question très révélatrice. Permettez-moi de vous corriger sur un point. En 1987, lors de la crise financière asiatique, Taïwan n'a pas été aussi durement touché, parce qu'à l'époque, nous avions encore le QFI, ce qui signifiait que les capitaux étrangers ne pouvaient pas circuler librement vers et depuis Taïwan. Ainsi, le dollar taïwanais n'a pas été attaqué par le marché mondial, comme cela a été le cas avec les gains de Wolfgang ou de George Soros. Il y avait aussi le cas de la République populaire de Chine. Exactement. Donc, nous n'avons pas été touchés si gravement, mais toute la région de l'Asie a été frappée, principalement à cause de la liquidité qui se déplaçait, des dollars américains qui quittaient l'Asie pour retourner aux États-Unis. Les pays qui ont vraiment souffert étaient la Thaïlande, l'Indonésie et ainsi de suite. J'investissais dans ces pays à l'époque, je voyais des gens travailler tout aussi dur, mais tout à coup, tout ce qu'ils produisaient était englouti par le taux de change, par le taux d'intérêt, par la liquidité mondiale qui faisait fuir l'argent de leur pays. Ainsi, tous leurs espoirs et leurs rêves s'étaient envolés. Alors, à Taïwan, nous avons eu une très longue histoire de... Donc, pour être clair, ce que vous disiez, c'est que Taïwan n'a pas connu la crise de liquidité qui a touché d'autres régions d'Asie. Non, parce que nous avions le QFI. Nous avions des contrôles d'échange. N'a-t-il pas été affecté par la baisse générale du commerce au sein de l'ASEAN et des pays voisins? Moins, car nos trois principaux partenaires commerciaux étaient les États-Unis, le Japon et la Chine, donc moins avec l'ASEAN. C'était la nature de l'économie à l'époque. Mais à l'avenir, si l'on regarde le nouveau monde, lorsque les États-Unis essayent d'imposer un ensemble de règles et que le reste du monde tente de remanier et de réorganiser leurs marchés, leurs règles et leur gouvernance, alors Taïwan travaillera plus étroitement avec l'ASEAN. Mais à cette époque, en 1987, ce n'était pas le cas. Je pense que la chose la plus importante pour les hommes d'affaires taïwanais est de comprendre qu'il faut survivre dans un nouveau monde et que ce nouveau monde aura un autre pôle majeur de croissance, ce qui n'est pas une surprise. La Chine a été le moteur de la croissance mondiale à hauteur d'environ 30% chaque année pendant un certain temps, près d'une décennie. Donc, si l'on regarde la situation actuelle, Taïwan a la possibilité de se rapprocher de la Chine et du Sud global dans ce contexte de recomposition, et nous devons repenser notre stratégie nationale. Et c'est justement ce qui manque à Taïwan en ce moment. Nous avions auparavant un conseil économique qui élaborait des plans économiques quinquennaux. Ainsi, toutes les réalisations, comme pendant la crise pétrolière des années 1970, en raison de la crise pétrolière, nous nous sommes tournés vers la construction d'infrastructures. Nous avons abandonné d'autres plans pour concentrer toute notre attention et nos ressources sur le développement des infrastructures. Donc, après les années 70, dans les années 80, nous avons pu passer à la phase suivante. Il y avait un plan national et un conseil économique national qui s'en occupaient. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Donc, tout dépend de l'initiative de chaque entrepreneur. Et cela m'amène à mon dernier point. Depuis Tsai Ing-wen jusqu'à Lai Ching-te,
De nos jours, il suffit de regarder ce que reflète le budget du gouvernement. Il y avait de très grands projets d'infrastructure, comme des initiatives d'énergie verte, des autoroutes majeures ou des projets locaux de communication mobile par voie ferrée. Et cela impliquait d'énormes sommes d'argent consacrées à des infrastructures massives. Tous utilisaient des budgets spéciaux, ce qui signifie qu'ils n'étaient pas inclus dans le budget ordinaire. C'étaient des dettes envers les générations futures. Elles étaient distribuées aux partisans politiques. Ainsi, la gouvernance devient une situation vraiment problématique pour ces grands, énormes projets. Donc, premièrement, deuxièmement et troisièmement, il s'agit de projets d'infrastructures, d'achat d'armes et d'infrastructures des gouvernements municipaux. Ces 1, 2, 3 ont donné aux politiciens du DPP et au gouvernement beaucoup de moyens pour soutenir leurs partisans locaux. J'emploie les mots les plus doux et les plus gentils possibles, mais ce sont un gaspillage total à l'heure actuelle. Si l'on utilise un terme commercial, beaucoup d'entre eux deviendront des coûts irrécupérables. Notre énergie éolienne et notre énergie solaire ne produisent pas au niveau attendu. À ce jour, Taïwan ne compte que 14% d'énergie propre, d'énergie verte. Après avoir arrêté l'exploitation de la centrale nucléaire numéro 3, ce qui a été fait par le gouvernement précédent, notre part d'énergie verte est tombée à moins de 10%. Mais au cours des 10 ou 15 dernières années, nous avons élaboré un plan pour arrêter toute production nucléaire en 2025, c'est-à-dire cette année, en la remplaçant par de l'énergie verte. Nous avons donc investi beaucoup d'argent. Et si vous venez à Taïwan, vous verrez des éoliennes totalement inutiles, des panneaux solaires à très faible rendement et des centrales hydroélectriques presque à l'arrêt. Donc vous savez, le gouvernement est tout. Le gouvernement régule et distribue les ressources. Mais s'il n'est pas une machine efficace, alors beaucoup d'argent devient aujourd'hui des coûts irrécupérables. C'est intéressant parce que, du moins pour un observateur extérieur, le DPP parlait beaucoup autrefois de l'héritage du KMT, en particulier concernant le lien entre l'État et les acteurs privés. Bien sûr, il n'évoquait pas les réformes agraires et d'autres politiques progressistes qui ont eu lieu à cette époque. Mais, évidemment, le capitalisme de connivence était un sujet fréquemment abordé. Et ce que vous dites, c'est que le DPP est désormais au premier plan de ce type de capitalisme de connivence, centré autour des 3 ou 4 secteurs que vous avez mentionnés. Je pense que c'est une bonne transition pour aborder nos 10 dernières minutes, où je voudrais me concentrer un peu sur les États-Unis, car comme nous le savons, les contrats de défense pour Taïwan concernent presque exclusivement l'achat de matériel aux États-Unis. Et il existe un puissant lobby au sein du complexe militaro-industriel et du Pentagone, et ainsi de suite, aux États-Unis. Pouvez-vous nous donner une brève idée de la relation entre Taïwan et les États-Unis? Bien sûr, cela a commencé, si je ne me trompe pas, avec Taïwan faisant partie de la stratégie de guerre froide des États-Unis, notamment avec l'accord de défense mutuelle de 1954. Ensuite, il y a eu des changements dans les années 1970, mais, là encore, les contrats de défense n'ont jamais été retirés. En fait, ils ont continué d'affluer. Parlez-nous donc des types de pressions qui viennent de Washington et des États-Unis en général en ce qui concerne Taïwan. Nous allons simplement diviser cela en 3 phases. À partir de la signature d'un traité de défense commune dans les années 1950, Taïwan dépendait entièrement des États-Unis pour l'acquisition d'armes et très souvent, de nombreux équipements militaires étaient fournis à Taïwan pour l'aider à défendre le détroit de Taïwan. De 1972 à 1969, il y a eu un changement de cap soudain. La Chine continentale était désormais perçue comme un partenaire potentiel pour aider les États-Unis à contenir l'URSS.
Ainsi, en 1972, Taïwan a perdu sa représentation au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'ONU. En 1969, les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan et mis fin au traité de défense commune. Après cette rupture et la fin du traité de défense, il y a eu une période durant laquelle les États-Unis, en particulier les républicains, ont tenté d'aider Taïwan à maintenir des capacités d'autodéfense de base. Ainsi, dans la première loi sur les relations avec Taïwan, il y a eu une longue discussion, les États-Unis reconnaissant que Taïwan et la Chine maintiennent tous deux la position d'une seule Chine et que les deux parties décideront elles-mêmes de leur avenir. Mais en échange, ils ont inclus un article permettant aux États-Unis de fournir à Taïwan des mécanismes de défense, des équipements de défense. Ainsi, la défense a toujours été un mot-clé. Ils ne nous donnaient pas d'articles plus dangereux, entre guillemets, comme des sous-marins. Or, il y a eu un changement soudain sous les deux derniers présidents, à partir de Tsai Ing-wen, mais encore plus sous Lai Ching-te, lors du second mandat de Tsai Ing-wen, alors que Lai Ching-te était déjà vice-président. Il propose désormais de nous fournir davantage des articles qu'il refusait auparavant, mais en se concentrant sur la nouvelle registre asymétrique. C'est également à cette étape que les États-Unis ont commencé à considérer la Chine comme une menace de plus en plus importante. Exactement. Il s'agit plutôt d'utiliser Taïwan comme un hérisson. Je pense que vous avez probablement entendu ce terme. Taïwan va s'armer comme un hérisson, donc il faut calculer les pertes potentielles si l'on voulait prendre Taïwan. C'est le message adressé à la Chine continentale. Maintenant, ils nous fournissent d'abord des équipements de défense de haut niveau que nous demandions depuis des années sans jamais les obtenir. Mais maintenant, ils disent « D'accord, nous allons vous les donner ». Ils ont donc signé de nombreux accords, mais se concentrent aussi sur des situations de guerre asymétriques, nous donnant de quoi mener une résistance urbaine ou une guerre urbaine. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que Taïwan puisse même envisager. Taïwan est une île extrêmement petite. Nous ne sommes pas comme l'Ukraine. Nous sommes si petits que si une guerre éclatait, que ce soit à la campagne ou dans les centres urbains, ce serait dévastateur. Taïwan, regardez ce qu'Israël affronte actuellement. La situation d'Israël aujourd'hui serait similaire si vous décidiez de vous replier sur l'île de Taïwan et de vous battre à Taïwan. Ce serait la même chose. Vos hôpitaux, les principales routes de circulation, les centres de communication et de transport seraient tous détruits. Donc les États-Unis nous vendent actuellement deux types d'armes, d'un niveau légèrement supérieur, mais à un rythme très lent. Nous les payons et ils ne livrent pas. À ce jour, ils nous doivent environ 9,18 milliards de dollars américains en équipements militaires majeurs que nous avons déjà payés, mais jamais reçus. D'un autre côté, une situation de guerre asymétrique, des armes de guerre asymétriques. Les États-Unis arment donc clairement Taïwan dans le cadre de leur chaîne d'îles pour dissuader et contenir la Chine afin qu'elle ne s'étende pas davantage. Mais en même temps, le type d'armes qu'ils fournissent à Taïwan est insuffisant. Cela ne constitue pas un système de défense global. Et plus important encore, la stratégie de défense actuelle qui repose sur la guerre urbaine asymétrique ne conviendrait pas à Taïwan, ne serait pas dans l'intérêt de Taïwan, ni dans celui des citoyens taïwanais au quotidien. Vous avez mentionné Israël, et ce serait encore plus dévastateur pour Taïwan. Je veux dire, d'une part, il n'existe pas de lobby taïwanais aux États-Unis, comme il en existe un pour Israël. Israël bénéficie d'un soutien très direct. Beaucoup de cela repose sur des notions de solidarité très étroites, parfois racialisées, ce que selon moi, aucun pays asiatique ne pourrait obtenir comme levier à Washington. Donc je pense que l'exemple à observer, c'est l'Ukraine. Et comme vous l'avez dit,
Les choses ont changé dans les années 1970 parce qu'il y avait une politique de containment de l'Union soviétique, ce qui a conduit les États-Unis à se rapprocher de la RPC et, en quelque sorte, non pas à abandonner, mais à modifier leur relation spéciale avec Taïwan, ce qui a provoqué beaucoup de ressentiment à l'époque. Aujourd'hui, la situation a évolué, le cycle s'est refermé et les États-Unis poussent Taïwan à devenir de plus en plus agressif. Et je crains vraiment pour le sort, j'espère qu'on n'en arrivera pas là, mais l'Ukraine, à mon avis, devrait servir de leçon à des pays comme Taïwan. Taïwan est bien plus petit que l'Ukraine. Nous n'avons pas la profondeur stratégique nécessaire pour envisager une stratégie à l'ukrainienne. Et Taïwan est bien plus proche de la Chine qu'Israël ne l'est de l'Iran. Donc, même avec l'acquisition d'armes modernes et tout ce que nous prévoyons de faire, il n'y a aucun moyen pour nous de gagner une confrontation potentielle. Permettez-moi de vous donner les résultats de nos plus récentes simulations militaires. Nous en avons mené 3 récemment. L'une a été réalisée par le CSIS, qui affirme que même les États-Unis paieraient un lourd tribut dans le Pacifique occidental si le détroit de Taïwan entrait en guerre. La deuxième a été menée par une sorte de groupe de réflexion quasi indépendant. Ils se sont principalement concentrés sur la résilience, et la conclusion est que la résilience de Taïwan doit être améliorée en ce qui concerne l'électricité, les communications générales, les systèmes financiers. Même les communications comme la téléphonie mobile et les câbles sous-marins doivent tous être renforcés. C'est le deuxième exercice de guerre. Le troisième a eu lieu récemment avec des généraux américains et japonais à la retraite qui sont tous venus à Taïwan pour simuler une très grande offensive de la Chine continentale et une situation de crise à Taïwan. À la fin, ils nous ont dit que les États-Unis et le Japon étaient prêts à abandonner leur politique traditionnelle envers la Chine, c'est-à-dire qu'ils soutiendraient Taïwan. Mais Taïwan doit montrer sa propre détermination à se défendre. Mais ce sont des généraux à la retraite. Vous connaissez la politique. Nous ne l'avons pas entendu de la part de ceux qui sont en fonction. Au contraire, lorsque Biden a retiré ses troupes d'Afghanistan, il a déclaré « Nous nous retirons d'Afghanistan afin de pouvoir nous concentrer sur l'arène la plus importante. » Et tout le monde sait qu'il s'agit du Pacifique occidental. Lorsque Marco Rubio a récemment déclaré que les États-Unis devraient se retirer d'Ukraine et ne plus s'impliquer dans la situation au Moyen-Orient parce qu'il existe un concurrent plus important, vous savez de qui il parle. Il n'y a donc aucune raison d'être optimiste, car les États-Unis considèrent la première chaîne deal centrée autour de Taïwan comme un moyen potentiel de freiner la croissance de la Chine. Et à mon avis, de contenir l'essor du Sud global mené par la Chine. Tout comme Mearsheimer vous a dit que la Chine est très dangereuse, l'Inde doit se méfier de sa menace existentielle. Taïwan doit être prudent, car nous serons utilisés comme première étape vers l'expansion de sa puissance. Et c'est là, je pense, que la vision américaine est erronée. La Chine considère Taïwan comme un intérêt national crucial, non pas parce qu'elle souhaite s'étendre ailleurs, mais parce qu'elle a toujours, c'est-à-dire la Chine, tout au long de son histoire à travers ses régimes et dynasties, considéré Taïwan comme une partie inséparable de la Chine. Ainsi, tout ce qu'ils sont prêts à faire pour garder Taïwan comme partie de la Chine ne s'applique pas à d'autres pays. Il n'y a aucune raison de dire que, simplement parce qu'ils envisageraient même d'utiliser la force ou les armes pour ramener Taïwan, cela indiquerait qu'ils feraient de même avec le Japon, la Corée ou d'autres pays. Ce n'est pas le cas, car ces autres endroits n'étaient pas considérés comme la Chine historique et n'ont pas toujours été vus comme une partie intégrante et inséparable de la Chine. La dynastie Qing a gouverné Taïwan pendant plus de 200 ans. Ce n'est qu'en 1895 que le Japon en a pris le contrôle, pour 50 ans.
Donc, Mearsheimer a omis des faits historiques. Et ces points de vue amèneraient à considérer la situation entre Taïwan et la Chine de manière totalement erronée. La vision globale du gouvernement chinois n'est pas celle que les États-Unis perçoivent. Ce n'est pas un hégémon régional qui s'étend et menace tous ses voisins. Et j'ai été très heureux que vous ayez choisi ce titre et ce moment pour parler de la façon dont Mearsheimer vous a parlé de l'Inde et des autres situations qui nous concernent, car j'ai trouvé votre prémisse vraiment pertinente. Si l'on n'adopte pas ce point de vue, le point de vue américain, alors nous avons peut-être une chance de résoudre nos différends. Même avec la situation la plus récente entre les forces aériennes indiennes et pakistanaises, nous essayons encore, nous, c'est-à-dire les Asiatiques, les pays asiatiques, de résoudre nos propres problèmes sans chercher à les aggraver, à les prolonger ou à les transformer en une guerre régionale plus vaste. Nous allons nous arrêter là, Dr. Lay. Merci beaucoup pour vos réponses extrêmement éclairantes et passez une excellente fin de soirée. Et nous devrions prier pour le Moyen-Orient. La situation est vraiment dangereuse. Oui, Nous ne devrions pas emprunter cette même voie. absolument. Merci beaucoup et passez une excellente fin de journée. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.